Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Les vraies conversations ne naissent pas dans les amphithéâtres, elles commencent quand on ose sortir du cadre. Bienvenue sur DataCast, le podcast de l'ESP Data Club du groupe Polytechnique de Nouakchott. Je suis Fatima Naaman, élève ingénieur en statistique et ingénierie de données de l'ESP du groupe Polytechnique de Nouakchott. Ce podcast est né d'une idée simple, mais radicale: casser le rythme. Le rythme traditionnel de la salle de classe où le prof parle, l'étudiant écoute et la réalité du terrain reste derrière une vitre. Ici, on enlève les barrières entre professeurs et étudiants, entre experts et ceux qui apprennent, entre ce qu'on voit en cours et ce qu'on fait vraiment dans la vraie vie. DataCast, c'est une loupe qu'on pose sur notre contexte, celui de la Mauritanie, pour voir concrètement ce que veut dire ici, maintenant, travailler en data. C'est le pont entre la théorie et la pratique, et aujourd'hui, on le traverse ensemble. Je vais présenter brièvement nos invités d'aujourd'hui, mais je leur laisserai le soin de se présenter eux-mêmes, car aucune présentation ne vaut mieux que la leur. Notre premier invité est Al-Hafid Mohamed Babou, ingénieur, docteur en informatique, chef du département IRT, directeur des études de l'ESP, enseignant, chercheur et pilier de notre institution. Notre second invité est Moussa Kébé, entrepreneur, spécialiste du développement des talents, fondateur d'Afri Talent Nexus et auteur de Think Like Recruiters, disponible sur Amazon. Donc, je vais commencer par vous, Monsieur Hafid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala rasulillah. D'abord, j'exprime le fait que je suis très content d'avoir nos étudiants en train de faire des activités extrascolaires, comme vous avez dit, à l'extérieur de les classes, casser le rythme. Effectivement, là on voit que vous étiez un petit peu stressé et vous avez très bien géré le démarrage d'une activité auquel vous n'êtes pas très habitué. Et effectivement, la tendance maintenant, c'est de faire un apprentissage un petit peu, on peut dire, inversé. Donc, c'est plus le prof qui sait tout et il est là en train de présenter le savoir et l'étudiant il apprend. On est dans une imitation complètement où les choses sont inversées. Le savoir, il n'est pas à la portée de l'enseignant tout seul. C'est partagé. Et donc, plus c'est créatif, plus c'est interactif, plus le message passe. Et donc, voilà, je vous félicite pour cette séance. En termes de présentation, vous avez tout dit, effectivement. Je suis enseignant-chercheur à l'école et je suis très content d'avoir nos ingénieurs exprimer leurs talents à l'extérieur de l'école. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Moussa Kébé. Dites-nous qui vous êtes. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je pense que vous l'avez dit, je suis entrepreneur, passionné par le recrutement et le développement du talent dans une organisation. J'ai une expérience un peu internationale. L'expérience mauritanienne, elle est un peu récente. Mais sinon, je me présente comme un jeune Mauritanien philanthrope. Voilà. D'accord. Ces quelques mots sont loin de faire honneur de vos parcours. Vous êtes tous deux, pour moi, une source d'inspiration, que pour tous les jeunes Mauritaniens. Donc, merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Alors, Monsieur Hafid, on vit dans une époque qui est assez fascinante, avec le vibe coding, qui a littéralement démocratisé la création d'applications. En quelques prompts, quelqu'un sans aucune formation peut aujourd'hui générer du code fonctionnel. Donc, si la barrière du développement tombe, qu'est-ce qui reste irremplaçable? Ok, c'est une très bonne question, c'est une question d'actualité. Je crois pas que ça va être assez rapide, ce passage du zéro coding. Donc ça va prendre du temps déjà, ça c'est une chose. Et de plus, il y a beaucoup de choses qui vont rester. C'est de l'ordre conceptuel, organisationnel, management, optimisation. Donc ce que va faire un outil d'IA générative, ChatGPT ou autre, ça va pas être optimisé, ça va pas être forcément sécurisé, ça va pas être forcément... il peut donner une interface visuelle qu'on a l'impression que ça répond aux besoins des clients,
Mais le fond, c'est autre chose. Donc, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui sait analyser les choses en profondeur. Ce qui va changer, c'est peut-être la quantité. Au lieu d'avoir 5 développeurs dans une boîte, on pourra se limiter à 2, etc. Et les autres aussi vont pas être supprimés, ils vont tout simplement changer légèrement de métier. Au lieu qu'ils font le développement from scratch, ils vont s'orienter plus à ce prompt engineering et se spécialiser encore davantage à l'orchestration de cet ensemble d'outils pour donner une solution rapide. Donc c'est le métier qui va changer, mais on ne va pas remplacer les personnes. Donc ça c'est sûr. Et évidemment, un développeur qui ne change pas d'approche, il va disparaître, c'est sûr. Et c'est ça le concept de l'IA aujourd'hui. Il faudra qu'on s'y accroche, sinon on est dépassé automatiquement. D'accord. Comme vous venez de le souligner, le fait que le métier va changer d'approche. Alors vous, en tant qu'enseignant, est-ce que votre façon d'évaluer les étudiants a-t-elle aussi évolué? Comment est-ce que vous avez vous arrivez à examiner les élèves Ok, tout à fait. Mais en fait, le rythme d'accélération de ces technologies, c'est beaucoup plus rapide que le changement ordinaire d'approche pédagogique. Mais là, on doit accélérer, nous, de l'autre côté. Évidemment, là, on peut constater, tout le monde le constate, les enseignants, tout ce qui est travaux à la maison, à rendre, etc., ça n'a plus de sens qu'il soit évalué. C'est bien de le faire, mais ça n'a plus de sens qu'il soit évalué, on peut dire en offline, sans la présence de l'étudiant. Donc là, ce qu'on fait maintenant, on demande aux étudiants de travailler des choses et on les invite à expliquer. Donc ce n'est plus les résultats qui nous intéressent. Avant, c'était les résultats. Maintenant, c'est le chemin vers les résultats qui nous intéresse le plus. Il faudra que l'étudiant soit capable de prendre la chose en main et d'expliquer en détail, en montrant qu'il a bien compris les concepts qui ont conduit à ces résultats. Donc c'est un changement qu'on a commencé à exercer maintenant déjà. Donc c'est fini, en tout cas pour moi en tant qu'enseignant, c'est fini à ce que je demande à un étudiant quelque chose et je l'évalue et je lui ai dit c'est bon, sans l'interviewer directement pour savoir est-ce qu'il a tout compris. Mais comprendre le code que l'IA vous fournit et implémenter le code vous-même, c'est vraiment c'est assez différent. Donc on peut comprendre le code sans pouvoir l'implémenter par nous-mêmes. Donc comment Oui, donc le sens de la question, est-ce que à un moment donné, on aura une génération qui sait développer mais qui ne sait pas programmer? À mon avis, non. Parce que la compréhension elle-même, ça nécessite une structuration assez logique. Et cette structuration assez logique, c'est la programmation. Donc c'est par définition. D'accord. Voilà. Alors Moussa, depuis Monsieur Moussa, depuis votre Moussa, c'est très bien. depuis votre position, vous qui observez ce que cherchent les recruteurs aujourd'hui, est-ce que cette évolution change concrètement les profils qu'on nous demande de sourcer, qu'on vous demande de sourcer plutôt? Alors oui et non, parce que maintenant on va avoir des logiciels en fait qui vont détecter par exemple les CV générés par l'IA ou des réponses générées par l'IA. Donc on va être beaucoup plus attentif à cela. Mais comme je dis toujours, le processus reste le même. Il reste le même depuis la nuit des temps, comme Allah nous dit dans le Coran. Donc on va rester toujours sur cette base de chercher une personne compétente et une personne aussi qui va avoir le savoir-être, les soft skills. Donc tout le processus de recrutement va aller vers cela. Mais c'est vrai que les personnes, comme l'a bien dit le professeur, qui ne seront pas à la page, vont rester sur le carreau. Donc il faut accompagner cette évolution-là, mais on va être aussi beaucoup plus en fait alerte, nous en tant que recruteurs, de savoir si cette personne-là invente ces données-là ou bien vraiment sait faire cette chose. Et donc les tests techniques vont être toujours présents pour pouvoir démontrer la personne qui a généré un CV complètement parfait par rapport à l'annonce et la personne qui sait vraiment faire les choses. D'accord. Alors, ici se pose la question de détection de l'IA. Est-ce que aujourd'hui,
on peut ne pas utiliser l'IA? Parce que vraiment, l'usage de l'IA, il est... En fait, ça dépend. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un client en Suisse. Je lui ai envoyé un CV d'un candidat, un développeur .NET, un CV classique d'un développeur. Souvent, les développeurs, les vrais informaticiens ne sont pas dans tout ce qui est esthétique. Voilà, il faut se cacher. Et là, qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils me disent non, ce client-là, il est dans les détails. Il aime des photos, il aime que ça soit bien fait. Et donc, j'étais allé redemander aux développeurs, je sais qu'il n'a même pas le temps, d'essayer de nous faire un CV sur Canva avec, voilà, un truc bien joli. Donc, il va y avoir toujours, selon la demande du client, ce besoin-là. Mais je pense pas que ce soit une obligation dans le processus de recrutement. Je précise, dans le processus de recrutement. Mais maintenant, tout ce qui est technique, oui. Je pense que ça va toujours demander quelqu'un qui est vraiment à cheval avec les technologies. D'accord. Alors, pour le passage à l'entretien, une fois que la personne est acceptée par CV, par dossier, alors comment vous allez arriver à évaluer les compétences techniques de cette personne? Si par exemple elle invente et elle arrive à mentir ou à vous convaincre. Il y aura toujours en fait une limite en fait, il peut inventer tout, il peut passer les premiers filtres téléphoniques et autres, mais arriver à l'entretien, on va mettre forcément tout ce qui est profil technique, donc IT, Life Science, ingénierie, on va forcément mettre des tests techniques. Vraiment, on va confronter la personne entre ce qu'elle dit sur son CV et ce qu'elle dit même verbalement et la réalité. Et ça, il y a toujours un gap. Soit on va trouver des gens qui, sur le CV, ils n'avaient même pas mis beaucoup de choses et qu'on trouve que vraiment c'est des cracks, c'est vraiment des bons techniciens. Soit on va avoir des gens aussi qui vont mettre beaucoup de choses. Et ça va être juste des choses qu'ils ont vues en surface. Ils sont pas vraiment dans le danger. Donc, on va mettre forcément des tests techniques pour déterminer le vrai du faux dans un processus de recrutement sérieux. Processus de recrutement sérieux. D'accord. Comment, avec un simple entretien, on va arriver à diagnostiquer tout cela? Pour savoir si la personne... Alors, il y a des tests de personnalité. Et en tant que recruteur, on nous forme beaucoup à cela. Ce n'est pas une science exacte. Ça peut changer d'une personne à une autre. Mais en fait, comme je disais toujours, je reviens toujours sur le courant qui passe. C'est-à-dire que la personne qu'on recrute, je vous le dis sincèrement, on le recrute dès qu'on lui serre la main devant la porte. On sait déjà si cette personne-là, elle va rentrer ou pas. Après, on lui donne la chance, la courtoisie de venir s'asseoir à table et de discuter, d'échanger parce que le rendez-vous est déjà pris. Après, on va évaluer. On découvre parfois des surprises par rapport à, comme j'ai dit, les profils normalement des bons scientifiques, ils sont très timides, ils sont pas dans tout ce qui est comportemental. Donc, il faut prendre ça en compte. Et donc, ça, c'est la réalité du terrain qui nous le prouve. On découvre souvent des personnes vraiment hyper bons, mais au niveau comportement social, c'est pas ça. Voilà. Il serre à peine la main, à peine il te regarde et tout ça. Alors que nous, en tant que recruteurs classiques, on nous apprend souvent ces genres de comportements-là, de regarder ça. Comment la personne se positionne, comment elle regarde, comment elle sourit, tout ça. Et donc, il faut faire vraiment la part des choses. Mais les tests techniques et les tests psychotechniques aussi sont c'est des outils, en fait, de prise de décision. Voilà, sur les personnalités et par rapport à ce qui existe dans la société, comment les gens sont. Est-ce que cette personne-là, on l'aide en l'intégrant dans notre société ou pas? Parce que maintenant, on pense comme ça. C'est-à-dire que si cette personne-là, sa personnalité ne correspond pas avec l'équipe, il va souffrir. Même s'il est bon techniquement, ça ne correspond pas. D'accord? Parce qu'il doit s'intégrer, il doit passer 8 heures de temps, 10 heures avec une équipe. S'il n'est pas... il n'y a pas de cohérence, ça va créer des problèmes. Donc, on va utiliser des outils de prise de décision, des tests techniques, des tests psychotechniques pour comprendre. Donc, vous mettez en considération tout cela, côté personnalité et côté compétences. Très important. Donc, tout compte. Là, si les gens se contentaient de ça, on aurait des recrutements 100% top. Ouais. Mais voilà, malheureusement, c'est pas ce qui se passe dans les entreprises.
On revient vers vous. Oui, juste, je rebondis sur la question de l'usage de l'IA. Je pense qu'il y a 3 hypothèses. Les conservateurs, ceux qui disent attention, il ne faut pas utiliser l'IA, ça va nous empêcher de réfléchir, on perd nos compétences, etc. Et une hypothèse ou approche au milieu qui dit il faut que l'IA soit complémentaire à vous dans ce que vous faites. Et ceux qui sont très pessimistes et ils disent qu'il faut que vous soyez complémentaire à l'IA. C'est-à-dire que c'est l'IA en réalité qui entraîne. Et nous, on doit être complémentaires. Entre les 3, je pense qu'il est clair que quand on regarde l'évolution, la première piste est écartée. Évidemment, aujourd'hui, si on ne sait pas utiliser l'IA, quelqu'un d'autre qui utilise l'IA devient beaucoup plus productif. Et donc, c'est lui qui va être recruté quand on parle de recrutement. Parce que là, derrière, il y a un gain, il y a un profil. Exact. Je ne cherche pas juste à satisfaire quelqu'un, même si lui, il n'est pas très productif. On cherche un autre lui qui est plus productif. Exactement. Voilà. L'autre voie, c'est que l'IA devient l'outil de travail de base et l'humain, nous, on est juste là en train de le compléter. Il se peut que ce soit vrai pour certains métiers, mais pas tous les métiers. Voilà. Donc, on retient qu'il faut conserver le juste milieu. C'est que il faut prendre l'IA comme un assistant au lieu de s'en confier totalement. Aujourd'hui, c'est indispensable. Comme vous venez de dire, nous, en tant qu'étudiants, nous souffrons des attentes des professeurs. C'est-à-dire que depuis l'arrivée des LLM, les attentes des professeurs ont considérablement augmenté. On nous confie des projets, on s'attend à ce que les résultats soient très aboutis et cette exigence nous pousse parfois à utiliser ces outils de façon excessive. Donc, sans vraiment comprendre ce qu'on produit. Alors, est-ce qu'on est en train de former des étudiants compétents ou des étudiants dépendants? Tout dépend de l'approche qu'utilise le prof. Si l'objectif pour lui est que vous réalisez la chose indépendamment et derrière il n'y a pas un mécanisme d'évaluation personnalisé, à mon avis, c'est pas la bonne approche. On va former des gens qui savent utiliser des outils, mais qui n'ont pas l'esprit critique derrière. Et vous, particulièrement, vous êtes ingénieur, vous êtes au sommet normalement. Par rapport à la classe, quand on parle des compétences scientifiques, techniques et même soft skills, parce que vous êtes polytechnicien aussi. Le mot polytechnique, ça augmente la dimension soft skills. Donc vous ne pouvez pas être dans une position de prendre bêtement un cahier de charge, l'injecter en LLM et réaliser quelque chose et vous dites ça marche. Non, il faut avoir l'esprit critique. Il faut analyser déjà ce que demande le prof et il faut même critiquer parfois ce que proposent les enseignants. C'est normal. Aujourd'hui, on l'accepte. C'est assez démocratique. Parce qu'on estime que vous avez les armes nécessaires pour apporter une critique objective à ce qu'on dit. Avant, peut-être non. Un étudiant qui vient comme ça, qui n'a jamais vu qu'est-ce que c'est un code, et il commence à commenter à l'enseignant, non, c'est pas comme ça, on va le calmer. Aujourd'hui, non. On laisse parler sans problème. D'accord. Du moins, vous avez votre téléphone à côté. Alors, si l'IA peut désormais coder à votre place, quelle devient ici la compétence la plus précieuse? Est-ce que c'est le critical thinking, c'est-à-dire que la capacité de l'élève à critiquer ce que l'IA lui donne et en revenir après, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas tout ce que... La capacité déjà de décomposer la tâche en sous-tâches et identifier quel agent doit répondre. C'est ce qu'on appelle l'orchestration. Donc c'est la tendance maintenant. Découper, distribuer, collecter et avoir un résultat. Et ça, c'est un outil en soi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça suit une logique derrière. Et cette logique de faire quelque chose de l'ordre chronologique qui suit un certain sens par rapport aux besoins, c'est l'esprit de la programmation, c'est l'esprit du codage. Peut-être on ne va pas écrire simplement en code, ça prend du temps, mais c'est le plus nécessaire. D'accord. Ok. Maintenant, Moussa, comme vous êtes l'auteur de Think Like Recruiters, qui est un titre qui déjà dit tout, alors j'aimerais que vous me parliez un peu de cet ouvrage. Et à qui s'adresse-t-il vraiment? Alors, il s'adresse aux demandeurs d'emploi. Donc, que ce soit le jeune étudiant qui sort
son diplôme et qui ne sait pas ce qui se passe dans le monde, dans la vraie vie, et le cadre supérieur qui aimerait avoir une autre, on appelle, trajectoire de sa carrière. Mais on va pas utiliser comme les autres livres de carrière le côté juste temporel, technique, le positionnement. Là, on va faire appel à la spiritualité. Et en tant que musulman, le Coran est une source. Et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai essayé de faire une recherche pour voir un peu, naviguer sur ces deux mondes-là. Et j'ai compris quelque chose à travers la spiritualité, c'est qu'en fait, elle nous calme. Parce que c'est une période d'instabilité, une période où on voit nos camarades peut-être décrocher des emplois. C'est une période peut-être que on est stagné, on est chômeur et autres. Et si on suit la logique des autres, il faut avoir, mais c'est facile à avoir. Mais non. Si on sait que déjà on a notre réseau qui ne va pas nous dépasser, ça va nous calmer. Ça va nous amener dans une phase de tawakkul qui est très, très, très important. Et rien, ce tawakkul-là va pas nous faire s'attendre que les choses se passent. Le tawakkul, il y a un savant qui expliquait, c'est comme deux personnes qui sont sur une berge et il y a de l'émeraude tout au fond de la mer. Il y a celui qui saute, qui plonge pour aller chercher et l'autre qui attend. Et donc, cet tawakkul, c'est celui qui va sauter, qui va aller chercher son réseau. Donc, il va faire le mouvement. Il va bouger vers ça. Et donc, nous, ici, on va calmer la personne qui recherche l'emploi, qui est tout de suite là, il commence à... Parce que ça peut mener même vers la dépression. Dire ça, c'est une période très instable, de lâcher d'emploi. Et donc, le fait déjà, spirituellement, de se poser, va nous permettre d'être plus focus sur le temporel. C'est-à-dire qu'on va faire bien les choses. On va aller jusqu'au bout de chaque processus. On va faire notre CV comme il faut le faire. Mais comme il faut le faire, avec les techniques modernes et tout ça, en utilisant l'IA et tout ça. On va faire nos entretiens, on va se préparer aux entretiens et comment faire, apprendre comment faire un entretien, comment se positionner. Et le reste, parce qu'on a fait les choses. Tawakkul ala Allah. Et donc, on va faire le proverbe kabyle qui dit que tu arrives au Maghreb ou à l'Isha, l'important c'est d'arriver. Et donc c'est ça. Donc on va être dans une position de dire, ok, moi, mon objectif c'est de décrocher cet emploi ou de décrocher tel emploi. Mais si j'arrive là dans un mois ou dans 6 mois, l'objectif c'est moi. Ce que je suis en train de mettre en place pour le faire. Donc je suis plus parasité par tout ce qui est élément extérieur. Tout ça là, c'est stressant. On se rend pas compte de ça. Et en ayant ma carrière en Occident, où j'ai vu des gens qui n'ont pas ce côté spirituel là, faire des choses vraiment extraordinaires. Moi, je vis un tout jeune assistant à ressources humaines. Il y a un monsieur qui travaillait là et on devait le licencier. Et il s'est suicidé. Donc, quand on est jeune assistant aux ressources humaines et on voit ça, mais dans un contexte non, on comprend beaucoup de choses. Et donc, vu que moi j'étais très passionné par le corps, donc j'ai essayé de faire en fait, naviguer dans ces deux mondes-là pour essayer d'amener quelque chose à. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à mon fils? En ayant mon fils, j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire à mon fils en Europe pour rechercher un emploi? Et j'ai pensé à lui plus tard, qui va chercher un travail dans cet environnement-là. Et donc, j'espère qu'avec ce livre-là, il pourra se mouvoir et trouver son chemin. Donc, cet ouvrage est vraiment différent. Il apporte un côté assez précieux, celui de la spiritualité qu'il ne faut pas du tout oublier. C'est que tout est écrit et... C'est l'essence. Mais, tout est écrit, mais il faut aussi... ça, Adjumilo, comment le professeur l'a dit, Adjumilo, de faire, ça va nous permettre d'être plus détendu et de passer par les chemins, disons, légaux, classiques, whatever. Donc, merci. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode du DataCast et je pense qu'on a tout dit.
Et merci beaucoup à nos invités. Ils nous ont donné plus que de réponses, ils nous ont donné une vision et je les remercie profondément. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à bientôt.